Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un webinaire sur un sujet passionnant et un sujet chaud. J'ai le plaisir d'être accompagné de Jérémy Lacoste, voilà, que je présenterai, mais même si effectivement aujourd'hui je pense que tout le monde le connaît bien. Il est 11 heures, on va juste laisser peut-être 1 ou 2 minutes pour que chacun puisse en fait arriver. Je vais vous rappeler en fait le fonctionnement en attendant. Le fonctionnement il est relativement simple. Nous sommes sur une plateforme qui va vous permettre en fait de bien sûr profiter de ce webinaire et en même temps de recevoir la présentation. Donc comme ça, je réponds toujours à une question qui est posée. Oui, vous recevrez la présentation et le replay juste après en fait l'événement. Et sur cette plateforme Livestorm, vous avez la possibilité effectivement de poser des questions puisqu'on profitera de votre présence avec Jérémy pour répondre en fait à l'ensemble de vos questions. Et donc, vous avez en fait un petit onglet en bas à droite, questions, où vous pourrez proposer justement certaines questions sur lesquelles on pourra répondre. Je regarderai au fil de l'eau s'il y a des questions qui sont vraiment relatives justement au slide, on essaiera en fait d'y répondre directement. Et puis, pour les questions qui sont un peu plus globales, on y répondra à la fin. Voilà, on va avoir à peu près 45 minutes ensemble, plus 5-7 minutes de questions-réponses. Donc, on vous libérera pour le déjeuner, mais d'ici là, on aura un échange qui va être, je pense, passionnant sur un sujet en fait clé. Voilà, 11h02, ce que je vous propose, c'est de débuter tranquillement. Donc, le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, c'est l'impact de l'IA générative dans la décision des achats en fait, des consommateurs. C'est un sujet qui est très important, puisqu'effectivement, la décision d'achat, c'est le moment clé pour le choix donc du consommateur. Et en même temps, on est sur un univers qui est certainement en train d'être bouleversé. Et donc, pour aborder ce sujet, voilà, j'ai l'immense plaisir donc d'avoir Jérémy Lacoste à côté de moi, qui est un expert en fait justement de tous ces sujets-là. Jérémy, je te laisse te présenter. Avec plaisir, merci à moi et bonjour à tous, ravi d'être là. Effectivement, je vais essayer d'apporter un éclairage sur ce que je vois, puis surtout ce que je vois pas aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de zones d'ombre. Donc, ouais, j'ai apporté ma modeste contribution à cet échange. Eskimo, je pense que la plupart des gens connaissent, mais c'est peut-être bien de refaire un petit point sur vos activités. Ouais, en amont, aujourd'hui, nous, on accompagne les marques dans leur visibilité sur l'ensemble des moteurs de recherche et non plus que Google. Comme vous le savez, le search, en tout cas la fonction de recherche, elle se fragmente, elle se plateformise. Et aujourd'hui, pour être visible pour une marque, il faut à la fois travailler son site, comme on le fait historiquement, mais il faut aussi travailler finalement l'ensemble de ses carrefours d'audience, que ce soit les réseaux sociaux, les forums, les marketplaces et aujourd'hui également les moteurs IA. Et donc, c'est comme ça, effectivement, qu'on accompagne aujourd'hui nos clients. Voilà, je pense que tu lances bien le sujet. Le search n'existe plus. On parle des search. Et en plus, maintenant, avec une vision générative, conversationnelle, qui est complètement différente de ce qu'on a pu connaître. Voilà, je pense que l'ensemble en fait, des activités que vous avez chez Eskimos représente assez bien justement ce processus d'achat qui devient plus complexe. On va l'aborder. Belle intro, en tout cas, Jérémy. De notre côté, chez Envoice, en fait, donc, on est expert du programmatique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir exploiter ce canal qu'est l'open web pour pouvoir justement influencer les décisions d'achat en fait, des consommateurs. On intervient dans une huitaine de pays sur à peu près tous les secteurs, donc sur l'associatif, les retail, banque, finance, assurance, etc. Et voilà, on est une vingtaine de personnes. Et l'année dernière, on a délivré plus de 4 milliards et demi de publicité. Ce que je vous propose, c'est justement de rentrer dans le vif du sujet. On va évoquer cette désintermédiation justement des marques, des annonceurs à travers en fait ces IA conversationnelles qui bouleversent clairement le jeu tel qu'on a pu le connaître maintenant depuis 10, 15, 20 ans. On va évoquer les conséquences pour les annonceurs et surtout deux solutions. La première solution que Jérémy va nous détailler, c'est vraiment justement basculer du SEO
ou géo, et tu nous diras justement s'il faut basculer de l'un à l'autre ou si ça se complète. Il y a énormément de questions justement autour de ces sujets. Je pense qu'il y a beaucoup de marques et d'annonceurs et d'équipes marketing un petit peu perdues, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et puis moi, j'évoquerai de mon côté une deuxième solution qui est justement cette Open Web, où le levier des décisions, des préparations de projets, qui est assez souvent peu exploité ou mal exploité. Et puis on verra comment on peut optimiser tout ça. On fera une conclusion et puis derrière, on pourra répondre à vos questions. Donc, n'oubliez pas, vous avez en bas à droite le chat et un petit onglet questions. Donc, vous pouvez les poser maintenant et puis on suivra avec Jérémy l'ensemble de ces propositions. Alors, on va débuter directement par justement poser le contexte. Jérémy, c'est ce que tu soulignais, hein, on parle souvent du search comme la clé d'entrée, mais aujourd'hui, c'est plus simplement un search. On parle des search. Tu l'as évoqué, on parlait de Google, on parlait ensuite d'Amazon, le search produit, et puis maintenant, c'est le search social. Et aujourd'hui, en 2026, on est sur le search conversationnel. Donc, c'est vrai qu'il y a une explosion clairement des usages, et je pense que tu vas nous le détailler tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que tu vois aussi, toi, dans ton activité tous les jours. Ouais, une explosion des usages. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi tout le contenu qui est produit sur ces plateformes s'indexe de plus en plus sur Google également. Donc c'est vraiment le sapin qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer ce double jeu pour être visible à la fois sur ces moteurs-là, mais également pour renforcer votre visibilité sur Google. Voilà. Donc, on fera un focus aujourd'hui vraiment sur la partie conversationnelle, on va dire sur toute la partie IA générative au global. Voilà, vous le voyez, hein, il y a d'autres pans entiers en fait, des décisions d'achat sur le social ou sur le search product. Ça sera un autre sujet. On va se focaliser aujourd'hui plutôt sur cette partie en fait, conversationnelle parce que c'est vraiment en fait, un sujet chaud. J'imagine que vous avez tous testé aujourd'hui à travers Chat, Gemini, Claude, Perplexity, etc. Il y a énormément aujourd'hui d'IA conversationnelle disponible. C'est vrai que cette porte d'entrée prend de l'importance. Jérémy nous partagera des chiffres tout à l'heure, mais au-delà même des chiffres, il y a vraiment en fait l'utilisation que chacun peut en faire. Je vous mettrai quelques exemples de mon utilisation. On voit vraiment que ça est en train de révolutionner complètement la façon de rechercher parce que c'est comme si on avait un expert en face de nous à qui on pose des questions. Donc, c'est vrai que cette notion d'IA conversationnelle, vous voyez, vous avez des chiffres en fait, qui sont sur cette présentation. Voilà, c'était très peu en début 2025. On s'est demandé justement à quelle vitesse ça allait aller. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quasiment en fait, un acheteur sur deux qui passe par une IA conversationnelle. Donc, pas simplement par cette IA. On le verra tout à l'heure, en fait, c'est la multiplicité des chemins qui rendent justement le métier encore plus complexe pour une marque et pour une agence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, cette notion d'IA conversationnelle est devenue un poids lourd dans les usages. Encore une fois, et on verra, ça ne remplace pas forcément, Jérémy, tu prends souvent la parole dessus, ça complète les processus en fait, qui existent aujourd'hui. Tu peux peut-être nous en dire deux mots maintenant. Je sais que tu vas le poser tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre. Ouais, c'est trop, c'est que c'est en fait, il y a la théorie du grand remplacement des médias, elle n'existe pas. C'est-à-dire que tous les nouveaux médias ne tuent pas l'ancien. Effectivement, c'est un jeu de vases communicants et d'arbres de décision. Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google n'a jamais eu autant de requêtes aujourd'hui qu'il y a un an. Et la dynamique, elle est aussi vraie pour les moteurs IA qui, comme vous savez, c'est des croissances à 3 chiffres en termes de taux d'usage. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages qui s'opèrent sur les moteurs IA qui n'existaient pas sur Google. Les usages de création, les usages de production, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un arbitrage qui s'opère, mais il n'y a pas du tout cette théorie du délaissement de Google, elle n'existe pas. Voilà, donc ça, on mettra des chiffres tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la vision de Jérémy, qui est vraiment une vision globale. Il y a énormément d'études qui sont faites chez Eskimos, et vous verrez effectivement que ce n'est pas l'un ou l'autre, encore une fois, mais c'est plutôt l'un et l'autre, et avec des approches qui sont assez différentes. Donc, c'est ce qui rend le métier passionnant, c'est ce qui crée des opportunités, mais c'est aussi ce qui crée des challenges pour les marques qui, d'un seul coup, en fait, doivent multiplier les actions. Et on le verra tout à l'heure précisément, comme le disait Jérémy, c'est l'ensemble en fait des contenus qui vont influencer. C'est un ensemble, c'est un tout, mais c'est vrai que ça devient plus complexe parce que le consommateur, lui, en gros, se retrouve dans un écran l'IA conversationnel que vous ne maîtrisez plus vraiment. Et c'est ça le challenge. Donc, on verra tout à l'heure comment au moins influencer cette réflexion-là. Il y a eu une promesse en fait qui a été lancée l'année dernière par OpenAI,
qui était de dire, là, par contre, on remplace tout. Je commence en fait une recherche dans ChatGPT. Je vais retrouver en fait l'ensemble des produits. Je pourrais même acheter directement dans le ChatGPT. Donc, ça, c'était une promesse faite en 2025. Et c'est vrai que derrière ça, on s'était dit, bah oui, là, on a un canal entier qui est complètement verrouillé. Donc, tout va être dans ChatGPT. Et à la fin, effectivement, il n'y aura plus de place pour le reste. Et donc, ça, c'est intéressant parce que cette promesse-là, qui était vraiment en fait une autre voie que ce qui existait aujourd'hui, on se rend compte que quelques mois après, il y avait la promesse et la réalité. Et comme le disait Jérémy, la réalité n'est pas simple, pas aussi simple en tout cas qu'on pouvait le penser. La promesse était d'avoir en fait une expérience frictionless où je recherche, j'échange avec l'IA, je retrouve le produit et je peux même régler en fait à l'intérieur. C'était d'avoir cette relation de confiance justement avec Chat qui est j'ai un conseiller rien que pour moi indépendant qui va pouvoir m'aider. C'était l'accès justement aux 900 millions bien sûr de consommateurs de chat GPT et en même temps un certain contrôle. Bon, le résultat, je te laisserai peut-être en dire un mot, Jérémy, mais c'est vrai que ça a été assez décevant. Il y a eu un premier engouement avec quelques marques, Etsy, Walmart, qui se sont embarquées sur ce projet. Mais résultat, le checkout, instant checkout, en fait, a été abandonné quelques mois plus tard. Walmart a fait un papier évoquant justement les résultats qui ont été plutôt très décevants sur la conversion. Parce qu'en gros, l'objet, c'était de dire, bah, on vous envoie en fait, du trafic de qualité. Et c'est vrai que cette météorite, parce que du coup, c'était un moment révolutionnaire en fait, du retail. Bon, bah, en fait, c'est arrivé assez rapidement à une fin de chemin. Je sais que tu as suivi assez bien ce projet, Jérémy. Tu peux peut-être nous partager ton opinion sur ce test. Ouais, moi, c'est-à-dire que je pense que ChatGPT paye 3 choses. D'une part, il paye effectivement l'usage qui est fait aujourd'hui de son moteur IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces moteurs IA, ils sont très sur le haut de funnel. Ils sont très sur la partie, discovery produit, benchmark, collecte d'informations, production et très peu sur la partie transactionnelle, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, pour, une requête sur ChatGPT, il y en a 9 sur Google. Par contre, dès qu'on regarde la partie transactionnelle, le rapport, il est de 1 à 45. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de requêtes transactionnelles sur ChatGPT. Donc c'est ce qui explique en partie cette partie, enfin, ce retour déceptif de Walmart. La deuxième chose, c'est que Google a un énorme avantage d'avoir tous les flux produits, tous les flux shopping, parce qu'ils construisent cette architecture depuis 20 ans, ce que n'a pas aujourd'hui ChatGPT. Donc ça demande un effort effectivement pour faire basculer le marché sur ce nouveau protocole effectivement agentique. Et après, le troisième écueil, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hallucinations. C'est-à-dire que le modèle, honnêtement, faut être là-dessus, sur les parties traditionnelles, n'est pas très fiable, sur en tout cas ce qui était projeté côté utilisateur. Et donc, ça a créé aussi son lot de déception, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils reculent un peu, sans tout à fait reculer totalement. Ils n'ont pas abandonné la partie protocole, mais ils abandonnent effectivement ce que tu dis, la partie transactionnelle, c'est-à-dire finaliser, finance sa commande, le checkout. Voilà, donc c'est sûr qu'on est sur quelque chose qui est en train d'éclore. Donc, il y aura forcément des échecs, il y aura forcément des choses qui vont être abandonnées et qui vont peut-être revenir. Je pense que ChatGPT l'a attesté, a voulu certainement aller un peu vite, peut-être sur l'intégration à travers ce protocole et la maîtrise en fait du tunnel. Bon, voilà, il y a, comme tu le disais, en fait, le protocole a été conservé. Il y a fort à parier qu'il y ait de nouvelles expériences sur ce sujet-là. Et c'est vrai que pour l'instant, ce que l'on voit plutôt, c'est une préparation via des LLM et puis en même temps un complément sur du Google et enfin en fait un achat qui peut se faire directement sur le site marchand. Voilà, moi je bricole pas mal la semaine. Ça, c'est vraiment une expérience que j'ai pu faire directement. C'est vrai que j'ai pu utiliser en fait justement ChatGPT et en même temps Claude, que j'utilise souvent les deux parce que effectivement, comme tu le disais, ils n'ont pas forcément les mêmes résultats. Les hallucinations ne sont pas tout à fait les mêmes et ça permet de corroborer certaines choses. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir trouver en fait par rapport à un usage qui était très précis, une comparaison. Une analyse en fait des points forts, des points faibles de chacun, par exemple des produits. Voilà, moi c'était une scie comme vous pouvez le voir en fait que je cherchais. Je retrouvais en fait les avis consommateurs. Donc je me suis fait en fait au final quasiment mon mini site qui me permettait en fait de prendre la bonne décision. Et je pense que c'est ce que tu soulignais, Jérémy, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que l'IA conversationnelle, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est facile pour avoir en fait un premier jet, une première information qui n'est pas forcément la bonne, avec des hallucinations, qui peut être incomplète, etc. Par contre, effectivement, bien maîtrisé quand on y passe du temps,
là, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que cette montée en puissance à la fois des consommateurs, je pense qu'on en est encore assez loin. Nous, on est des gros geeks, donc en gros, on commence à bien maîtriser le sujet. Mais c'est vrai que ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est que la recherche en fait classique, elle est encore prépondérante parce que c'est quand même plus simple qu'une recherche en fait complexe sur un LLM. Oui, c'est ce que tu constates, Ouais, tout à c'est ce que tu fait. disais tout à l'heure. Hein. Tout à fait, effectivement, c'est-à-dire que, après moi, ce que je constate aussi, c'est que les marques, elles, quand même, elles commencent à se préparer sur la partie agentique. Autant sur la partie géo, il y a une prise de conscience assez forte et puis, elles ont vu ça plutôt d'un bon œil, entre guillemets, en disant: «Bah, c'est super, c'est un nouveau terrain de jeu, c'est un nouveau terrain sur lequel on va pouvoir, peut-être s'autonomiser de Google, en tout cas avoir voilà, d'autres leviers activés». Autant sur la partie agentique, je trouve qu'il y a il y a une peur un peu panique dans tous les comités de direction en disant: «Bah, est-ce que le risque, c'est pas de se faire désintermédier?» Parce qu'on ne contrôle plus son narratif, la transaction passe plus par le site, hein, elle passe de protocole agentique à protocole agentique, hein, finalement. Et donc là, ça c'est la grosse vague sur laquelle ils commencent à réfléchir. Moi, je pense qu'il n'y a aucun monde où l'utilisateur final ne va pas prendre le tournant du commerce agentique parce que pour l'utilisateur final, c'est quand même top. C'est-à-dire que Ouais. c'est la promesse d'avoir accès à tout le catalogue produit qui existe sur Internet, hein. Moi, aujourd'hui, si je dois acheter une paire de chaussures, mentalement, je ne suis pas capable de faire plus que 3 sites dans mon schéma de comparaison. Là, le protocole agentique va en faire beaucoup plus. C'est aussi, bah, finalement, la promesse d'avoir une pondération par rapport au discours de la marque. La marque, aujourd'hui, chaque marque est très visible sur son territoire sémantique aujourd'hui sur Google. Dans le paradigme agentique, on a une survisibilité d'avis contraires. Donc ça permet d'avoir un débat qui est mieux pondéré. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des avis qui remontent bien, on a les retours d'expérience d'un tel, un tel, et cetera. On a des médias, et cetera. Donc ça permet, voilà, de rééquilibrer finalement dans le jeu. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Et puis c'est un gain de temps. C'est-à-dire que tout le travail de benchmark qui est assez fastidieux, notamment quand on fait ses courses sur internet, bah là, c'est l'agent qui le fait à ta place. Et donc moi, je trouve que c'est quand même, en termes d'expérience, en tout cas la promesse qui nous est partagée, et ce qu'on commence à voir aux États-Unis, il y a des premiers tests qui ont été lancés, moi j'achète plutôt. Ouais. Ouais, clairement, voilà. Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le processus n'est pas forcément très simple pour tout le monde, puisqu'effectivement, maîtriser, aller chercher les avis, il faut challenger en fait l'IA, donc il y a un vrai travail même quasiment intellectuel en fait lorsqu'on est avec cette IA. C'est pas forcément aussi simple que taper une requête en fait sur Google, mais je suis assez d'accord. Moi, je pense que c'est une question de temps. Là, typiquement, là, ce que je vous montre là, c'est vraiment un truc que j'ai fait, je sais pas, en 5-10 minutes. Voilà, et en gros, ça m'a créé pour mon propre besoin exactement les solutions avec toutes les informations dont j'avais besoin. Bon, c'est sûr que quand on voit ça, on se dit que c'est topissime. Mais effectivement, il y a encore un petit processus de montée en puissance en fait des consommateurs pour arriver aussi à cette maîtrise. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de combinaison. Et c'est vrai que dans la combinaison, il y a le search, mais il y a donc ces IA conversationnelles. On a voulu aussi mettre quelques chiffres. C'est à peu près quasiment un Français sur deux aujourd'hui qui utilise un ChatGPT, un Claude, un Gemini, etc. Et sur vraiment Chat, qui est, on va dire, le premier, la première en fait, IA conversationnelle en termes de volume. On est à plus de 22 millions aujourd'hui d'utilisateurs. Pour rappel, hein, la population française, c'est 67 millions, si je ne me trompe pas. Et vous enlevez effectivement les moins de 18 ans. On est sur une proportion qui est très importante, clairement. C'est quasiment 40% des internautes en fait, qui sont connectés en fait, tous les mois à ChatGPT. Donc, le mouvement, il est colossal. Mais cette IA conversationnelle, c'est vrai qu'on parle souvent de ChatGPT lorsqu'on parle d'IA conversationnelle, mais en fait, il y a quelque chose qu'on voit moins en France, et je pense qu'on peut faire un petit focus dessus, c'est le mode IA justement de Google, puisque partout dans le monde, on a un mode IA, sauf la Corée du Nord, l'Iran, la France, voilà, pour des questions de droit. Ça, c'est ce que vous devez connaître, Jérémy, j'imagine, tous les jours, mais cette notion en fait d'intégration de l'IA dans le search classique qui est Google, ça c'est une révolution, mais qu'on n'a pas encore en France, bon, mais que toi tu connais parfaitement. Ouais, qu'on n'a pas. Alors, on n'a pas de date, d'arrivée. Effectivement, il y a des signaux Ouais. qui s'accumulent, qui fait qu'on est un peu le village gaulois qui est résistant, versus tous les autres. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, et j'ai publié un post ce matin là-dessus, c'est qu'on nous prédit un peu une apocalypse, avec un effondrement des clics, et cetera. Moi, j'ai jamais trop cru à cette fable. Alors effectivement, en fonction des industries, il y a des industries où on voit, notamment les industries des médias, on voit un effondrement des clics parce qu'on est sur de la recherche principalement informationnelle sur lequel se déclenchent ces expériences IA.
notamment AI Overview. Et donc, sur toutes les requêtes un peu optionnelles, bah, on risque effectivement d'avoir moins de clics parce que bah, c'est quand même sexy comme approche, hein. C'est-à-dire que vous tapez votre requête, vous avez la réponse. Est-ce que derrière, vous allez avoir envie de cliquer sur le lien? Bah, pas forcément. En revanche, qu'on observe, moi j'observe deux choses, c'est que sur le volet transactionnel, c'est-à-dire toutes les conversions ou les ventes qui sont générées depuis le canal SIA ou SEO, il n'y a pas de drop. Donc, toute l'intensité transactionnelle, elle reste captée par les canaux classiques, et notamment Google. Et le deuxième point, c'est l'étude que j'ai partagée ce matin sur LinkedIn, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En fait, on voit que le volume de requêtes qui n'aboutit pas à un clic a baissé de 2 points. Et en fait, c'est marrant parce que il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que 75% du modèle économique de Google, du groupe Alphabet, ça reste quand même de la pub. Eux, ils ont aucun intérêt économique à proposer une expérience où les clics s'effondrent. Parce que s'il n'y a pas de clics, il y a pas de monétisation et donc ils ne gagnent pas de revenus. Et ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. Ils ont fait un trimestre Q1 2026 qui n'a jamais été aussi bon. Ils sont en croissance de plus 15%. Donc en fait, les clics augmentent et notamment les clics payants. Donc on est loin encore de cette promesse de dire le web est mort, il n'y aura plus de trafic sur mon site. C'est pas du tout ce qu'on observe, modulo certaines industries qui effectivement s'effondrent, notamment l'industrie des médias. Ouais, c'est ce que on va revenir justement tout à l'heure, puis tu as une étude aussi particulière sur ce point-là juste après. C'est ça, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas de généralité à faire. Il y a certains secteurs qui vont être plus en difficulté parce que l'information en fait se trouve directement en fait dans le petit paragraphe. Si vous cherchez pas un score de foot et qu'on vous donne le score final avec une petite analyse, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? C'est un petit peu plus compliqué. Si vous fournissez en fait des produits, bon, bah là, il y a peut-être quelque chose de différent. Et c'est cette notion de diversité, justement, des secteurs, diversité, en fait, des leviers, je pense que c'est un sujet intéressant sur lequel on va justement rester. Vous avez développé justement un observatoire des usages de la recherche en ligne. Je te laisse la main pour vraiment décrire aujourd'hui ce qui se passe vraiment sur le web et puis peut-être déconstruire certaines nouveautés sensationnelles donc, que l'on a en tête. Et voilà, là, on est vraiment sur la réalité. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un observatoire qu'on a lancé il y a 1 an avec Ipsos. Donc là, c'est le deuxième. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on a fait une photographie et cette année, bah, on mesure les écarts types et les variations. C'est plutôt là où c'est intéressant. Donc on a fragmenté la recherche. On est parti du principe que une recherche, ça veut tout rien dire. Et donc on a décomposé en différentes catégories. Il y a la recherche d'information, recherche d'idées, recherche de tutoriels, pour mesurer déjà le poids de Google, entre guillemets, en disant est-ce que la fable qu'on nous raconte de dire bah, Google est mort, etc. Et maintenant tout le monde va sur les moteurs IA, est-ce qu'elle existe? Bah, empiriquement, non, ça n'existe pas. Encore une fois, je pense que c'est un récit qui est peut-être valide dans notre écosystème comme tu l'appelais, Alban, de geeks, en tout cas de marketeurs, et cetera, où nous, on est plutôt des early adopters et donc on a peut-être ces usages, mais à l'échelle de la population française, il n'existe pas ces variations. Et c'est même pire, ou c'est même mieux, ça dépend où on se positionne, mais on voit que la centralité des moteurs de recherche classiques, elle augmente. On voit que donc c'est ce qu'on voit en bleu clair, on voit que sur la recherche d'information, Google a pris plus, en tout cas dans ceux qui ont été interrogés, hein, une fois, ils se déclarent à 6 points de plus en disant: «J'utilise encore plus Google qu'avant». Pareil sur la recherche d'idées, pareil sur le tutoriel. En revanche, on voit quand même des progressions sur la partie A. On voit que c'est énormément une catégorie qui est en plus forte progression, mais ça reste ultra minoritaire par rapport au moteur de recherche. On est sur un rapport de 1 à 4, 1 à 5. Si on continue sur le découpage, effectivement, et plutôt sur la partie produit, donc là où j'ai un besoin d'achat, et bah, pareil, on a décomposé. Donc, lorsque je vais acheter un produit, bah, le premier réflexe, c'est pas Google, hein, c'est les marketplaces. Donc, c'est du Amazon, c'est du Cdiscount, c'est tous les marketplaces auxquels on peut penser. Google arrive en deux et là, les moteurs IA n'existent pas, hein. On parle de 3 à 6% en fonction de l'année, donc c'est vraiment résiduel. Par contre, sur le service, effectivement, là, on voit que c'est Google qui est, quand je dis Google, c'est Bing, et cetera, enfin, c'est tous les moteurs de recherche qui, effectivement, donnent le pion et sont numéro 1. Donc, c'est intéressant, voilà, d'avoir ce prisme, parce que derrière, c'est backé empiriquement et on voit que, bah, finalement, Google reste quand même top of mind et ça va être difficile de déloger un monopole qui est là depuis 20-25 ans sur la partie recherche. Oui, complètement. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a une incidence quand même pour les annonceurs, on va le voir. Et je pense que c'est, comme tu le dis, c'est très différent en fonction aussi des secteurs. Si je suis dans le service, si je vends des baskets ou si je vends justement une tronçonneuse. L'idée, c'est de voir aussi quels sont les premiers impacts que l'on a pu constater. Et puis, on sera assez précis, je pense, sur les différences entre les différents secteurs. Toi, tu voyais 5 changements majeurs C'est liés ça. justement quand même à cette nouveauté. 5 changements majeurs, moi j'écris aussi beaucoup, donc je vous ai mis des captures d'écran, vous pouvez aller voir sur la réclame, ça permet de deep diver ce que je vais dire, mais rapidement, ce que j'observe moi depuis 2 ans, c'est que déjà, c'est la première rupture technologique depuis 25 ans qui est portée par le top management.
L'arrivée d'internet, top management l'a subi, l'arrivée des réseaux sociaux, ils l'ont subi, l'arrivée du smartphone, ils l'ont subi, du NFT, de la blockchain, ils ont subi, et cetera. Là, pour le coup, là, moi, en tout cas, tous les sujets que j'ai entrant, c'est plutôt mon patron m'a demandé ou mon patron m'a demandé de creuser le sujet, de savoir où on était positionné sur ces moteurs-là. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous donne quand même, ça nous donne des budgets, ce qui est rare sur les sujets d'innovation. Souvent, on n'a pas de budget. Là, pour le coup, on a des budgets et ça nous donne du sponsorship. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger les lignes en interne, on peut trouver de la roadmap technique pour faire avancer les sujets, etc. Le deuxième changement, c'est que ça décentralise les équipes search. C'est-à-dire que le search, c'est plus l'affaire que des personnes qui s'occupent du SEO ou de l'acquisition, mais c'est l'affaire de tout le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on veut faire du bon géo, c'est-à-dire quand on veut mettre en place une stratégie de visibilité sur ces moteurs IA, bon, on a besoin de travailler avec le produit, on a besoin de travailler avec le site web, on a besoin de travailler avec la com, on a besoin de travailler avec les RP, et cetera. Et donc, bah, en fait, on revient à quelque chose qui aurait dû toujours exister. C'est-à-dire que un bon marketing, c'est pas quelque chose qui se silote, c'est pas une série d'actions qui s'accumulent, mais c'est une stratégie un peu plus globale de marque. Et le géo permet effectivement de remettre un peu la marque au centre du jeu. Autre changement qui est quand même assez important, historiquement, et peu importe le secteur dans lequel vous étiez, on se chaque annonceur se battait sur les 3 mêmes positions. Je prends l'exemple de l'assurance, qui est un exemple que j'aime bien. Si je suis numéro 1 sur assurance auto, sur souscription assurance auto et sur simulation assurance auto, bah, j'ai 80 du marché du search. Sur les moteurs IA, ça n'existe pas, cette notion de top requête. C'est-à-dire que si Alban et moi, on a même besoin, on veut avoir une assurance auto, a priori, on va faire 2 requêtes différentes. C'est des requêtes qui vont être très longues, qui vont être très personnalisées par rapport à la situation de lui et de moi. Et donc, c'est-à-dire que ça va permettre de redistribuer les cartes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, ce qu'on observe sur les gagnants aujourd'hui, c'est qui les gagnants sur les moteurs IA? C'est à la fois les top acteurs parce qu'ils ont une rente liée à leur marque, à leur branding, et ça, c'est quelque chose qui va changer au fur et à mesure que les annonceurs vont commencer à investir là-dedans. Mais également les tout petits acteurs qui arrivent à se nicher. Ça, c'est des acteurs qui aujourd'hui sur Google sont invisibles et qui, grâce effectivement à cette logique de long trend, c'est-à-dire de requêtes très longues, et cetera, et ben, ils arrivent à se nicher parce qu'ils sont très bons sur une localité, ils sont très bons sur un type de produit, un type d'assurance, et cetera. Donc ça, c'est intéressant, ça redistribue un peu les cartes. Autre changement, puis vous l'avez compris, c'est aussi la perte de repères. Historiquement, dans les reporting marketing, à tort, on était très orienté sur le clic. C'est combien j'ai de visites, combien j'ai de trafic, et puis est-ce que ça me génère du revenu? Dans le paradigme des moteurs IA, comme vous l'avez compris, si vous faites une enquête sur ChatGPT, il y a 9 chances sur 10 que vous ne cliquez pas. C'est même pire, c'est qu'en fait, il y a même que 1% de clics. Ce qui veut dire que dans vos reportings, si vous gardez les mêmes reportings, bah, vous allez être forcément déçu parce que vous allez dire, bah, en fait, ChatGPT, ça ne me rapporte rien en termes de visites. Et vous aurez raison, mais en fait, ça va travailler le haut du funnel, et donc ça va travailler toute la partie impression, taux de mémorisation, et cetera. Et donc ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut faire un travail de pédagogie pour à la fois intégrer cette notion-là dans les reportings de performance et reporting marketing, mais également bah, avoir le bon niveau de discours et le bon niveau de pédagogie pour faire intégrer cette notion, en tout cas faire comprendre cette notion au sein d'un codir, au sein d'un board. Ce que tu dis là, quand même, ce que j'entends beaucoup, c'est au-delà de l'aspect opérationnel, c'est vraiment d'avoir en fait un top management embarqué. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que là, ça vient même quasiment plutôt du top management vers les équipes opérationnelles, alors que normalement, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt des opérationnels vers le top management. Et là, on voit souvent que c'est très compliqué. Et tout ce que tu décris là, on voit bien que c'est quasiment en fait un changement structurel justement des différentes organisations au niveau des annonceurs. C'est ça, le danger n'est pas trop technique, encore que moi je ne devrais pas dire ça, mais je pense qu'il n'est pas Mmh. très technique, hein. Il est plutôt effectivement sur l'évolution d'organisation, l'évolution de gouvernance, de prise de conscience, et c'est là-dessus aujourd'hui sur lequel on passe le plus de temps parce qu'il faut embarquer toute une direction, effectivement. Voilà, donc ça, c'est une vision intéressante, parce que c'est vraiment la big picture. Je vais revenir plus prosaïquement justement sur les différences. Ça, c'est juste une petite comparaison pour ceux qui ne l'ont pas vu entre le search classique et le search en fait en mode IA. Si vous êtes en fait sur un moteur classique Google, que vous demandez voilà quel est le meilleur casque Bluetooth, vous allez avoir en fait ce que vous connaissez très bien, un certain nombre de liens sponsorisés, et c'est là on va le voir la grosse différence, et puis après du naturel. Lorsqu'on est sur en fait un search agentique, donc le mode overview, hein, vous prenez un VPN, vous allez sur n'importe quel pays, vous allez retrouver en fait cette partie-là. Vous allez avoir justement ce bloc de synthèse et d'avis en fait directement intégrés. Et comme vous le voyez au niveau des couleurs, la page est pas du tout la même. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que tu disais, Gérald, tout à l'heure, hein, le business en fait de Google, c'est du clic. Et on voit bien aujourd'hui que sur un résultat classique, il y a beaucoup de clics et de clics payants, forcément. Et c'est vrai que tout l'enjeu en fait pour Google,
c'est de ne pas détruire aussi ce système et donc de conserver quand même du payant. On voit qu'il y a du YouTube aussi davantage en fait sur la partie IA. Je pense que c'est parce que le modèle économique de YouTube est assez intéressant. Mais c'est vrai que de toute façon, entre la structure classique et la structure nouvelle, entre guillemets, qui devrait arriver là, oui, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de signes, mais ça fait quelques mois maintenant qu'il y a beaucoup de signes, mais bon, ça va bien arriver un jour. On a deux approches différentes, mais c'est sûr que tout l'enjeu, en fait, pour un groupe comme Google qui dépend de la pub à quasi, voilà, sur un énorme pourcentage, bon, bah oui, effectivement, il faut maintenir, en fait, ce modèle économique, clairement. Ce qui va être plus impactant, clairement, ça va être justement, c'est plutôt sur les médias, hein, tu le soulignais tout à l'heure, tout ce qui va être informationnel. On voit que ce qu'on appelle voilà, le zéro-clic commerce ou le zéro-clic content, il y en a quand même de plus en plus. Donc, en gros, on va faire des requêtes, on va retrouver en fait le résultat directement dans l'interface en fait de Google. Encore une fois, hein, le search classique, c'est j'ai une liste de résultats et c'est à moi d'aller chercher l'information sur ces résultats. Dans le search en fait conversationnel ou IA, j'ai directement une synthèse en fait avec l'information. Donc c'est vrai que l'expérience n'est pas du tout la même. Sur un premier niveau d'information, ce search en fait IA est très clairement ultra pertinent. Par contre, effectivement, si je veux aller un cran plus loin, oui, il y aura toujours des clics, mais c'est vrai qu'il y a un premier niveau d'abandon de clics que l'on constate assez fortement, et notamment chez les éditeurs, notamment donc chez les éditeurs au niveau US et mondial en dehors de la France, où là, on voit des trafics en fait, qui peuvent baisser de 30, 40, 50%, parce qu'encore une fois, l'information, elle se trouve dans la synthèse qui est proposée en fait pour l'IA. Donc, le seul Google pourvoyeur historique de trafic, voilà, c'est sûr que ça va être différent. La question, effectivement, c'est la temporalité. Ce que tu soulignes tout à l'heure, c'est que le business économique en fait, de Google étant sur le clic, forcément, ils vont trouver une façon de le faire. Mais c'est vrai que de se dire Google est le point central en fait, du trafic, ce qu'on constate souvent en fait, chez les annonceurs, bon, ça, il faut se dire que ça va certainement évoluer et que déjà, même chez Google, le split de trafic sera clairement différent. Ouais. Ce qui est marrant sur les médias, il y a le patron de Condé Nast, hein. Condé Nast, c'est un énorme groupe américain qui a des dizaines de marques, qui a demandé à ses équipes de faire un BP, donc un plan de croissance, en partant de l'hypothèse que le search représenterait 0% de trafic. Mmh. Donc eux, ils ont intégré intellectuellement que Ouais. le robinet Google allait se fermer. Alors je pense que c'est très extrême, mais en tout cas, Mmh. c'est assez symptomatique de la mentalité Ouais. des éditeurs par rapport à ce nouveau régime effectivement de trafic que l'on voit. Ouais, c'est clair que je pense que maintenant, dans toutes les directions, même chez les annonceurs, il faut qu'il y ait un best case et un best case, parce qu'encore une fois, c'est sûr que c'est en train de changer et en fonction des secteurs, encore une fois, c'est pas la même chose. En fonction du type de business, c'est pas la même chose. En fonction du type de produit, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que, en tout cas, c'est ça qui rend un peu plus challenging justement le monde dans lequel on vit, c'est que on sait que ça change, on ne sait pas exactement dans quelle proportion, mais on sait encore une fois que ça change clairement. Et tu parlais en fait justement des éditeurs. Hein. Aujourd'hui, c'est ceux qui prennent cette évolution clairement de plein fouet. Là, c'est quelques tests. Hein. En gros, c'est à peu près la moitié en fait des audiences, puisque du coup, c'est aussi ces médias s'appuient énormément sur les requêtes aboutissant sur leur site venant de Google. Bon, bah là, clairement, il y a quelque chose en fait qui est en train de se passer. Et ce qui est aussi un challenge pour les annonceurs, parce que c'est vrai que tous ces sites médias sur lesquels en fait énormément d'annonceurs font leur campagne, s'il y a moins de requêtes, il y a moins d'inventaire, et donc il y a aussi un moment, il peut y avoir en fait un impact sur les tarifs ou sur les disponibilités. Donc c'est vrai que c'est un impact. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir la baisse de trafic, dans quelle proportion, justement sur les sites des annonceurs. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté quelques évolutions sur les sites directs en fait, des annonceurs, alors pas forcément en France, hein, mais Non, peut-être pas en France, ouais. à l'étranger. Effectivement, ouais, aux US, parce qu'on a 30% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger, donc on le voit notamment aux US. L'impact, il est très variable, mais ça va du -5 à moins 20% grosso modo, ce qu'on constate en termes de déport. Pas encore, ça c'est le trafic. Par contre, sur le revenu, ça reste assez flat. C'est-à-dire le revenu qui est généré depuis le canal SIA ou SEO, aujourd'hui, on n'a pas de variation. Donc c'est encore une fois, ça montre bien que ces AI overview, en tout cas ces expériences IA, elles grignotent surtout la partie informationnelle du site. Ah, c'est intéressant d'avoir un retour. Encore une fois, voilà, nous, on est préservés pour quelques mois, peut-être quelques semaines encore. Mais voilà, en gros, ce que vous pouvez garder en tête, c'est 5 à 20%
de baisse en fait de l'audience. Donc voilà, ce qui est quand même assez important. 5%, voilà, on va dire que c'est contrôlable. 20%, ça commence à être très, très important, surtout sur des business qui sont essentiellement tournés sur le digital. Ça dépend effectivement, encore une fois, des activités, comme on le soulignait. Donc, le point clé, hein, c'est, voilà, on a posé le contexte. Je pense que vous voyez, il y a énormément de challenges. On va vous proposer en fait deux solutions maintenant. C'est d'une part en fait la partie géo, et puis d'autre part en fait la partie open web. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi justement ce géo, voilà, et n'est pas forcément l'alpha et l'oméga, mais un élément central justement du développement des marques dans les prochains mois. Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette semaine, il y a Google qui a publié une note, sur son site en disant, grosso modo, pour faire du bon GEO, il faut faire du SEO, en fait. Et grosso modo, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, Google fait ça parce qu'évidemment, lui, c'est son business et il a pas vocation en tant qu'entreprise à dire autre chose. Moi, je pense qu'en fait, il faut utiliser le GEO comme un prétexte pour faire effectivement du SEO, mais du bon SEO. Et c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, travailler la marque, c'est-à-dire travailler effectivement les mentions, à droite, à gauche. Ça veut dire, travailler, avoir une politique de contenu, une stratégie de contenu beaucoup plus ambitieuse. Évidemment qu'on pouvait faire tout ça avant, mais la force est de constater qu'il n'y avait pas le sponsorship, il n'y avait pas les budgets associés, il n'y avait pas effectivement une facilité plus importante de travailler avec les autres équipes. Donc moi, mon discours il est assez simple, c'est de dire que c'est une vraie aubaine pour faire un travail de visibilité ou de search qui soit de qualité et qui soit ambitieux. Hem, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, vous voyez, hein, je vous ai mis des recommandations qui sont très macro et après on va deep diver sur quelques-unes, mais ça reste des choses qui, comme je disais, qui soient assez proches, cognitivement de ce qu'on peut faire en search. Il y a quand même un élément qui est à prendre en compte, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si vous voulez être visible sur iOverview, iMode et sur Gemini, sans surprise, Google a tendance à surpondérer son Mm. écosystème. Et donc, c'est-à-dire qu'en tant que marque, si hier vous ne travaillez pas votre chaîne YouTube, vous prenez le risque d'être encore plus pénalisé parce que Google Mm. surpriorise ton contenu qui est sur YouTube. Pareil avec vos fiches Google Business Profile, pareil avec le flux Discover, pareil finalement avec Google Maps, etc. Donc, il va Mm. falloir aussi travailler tout cet écosystème. Pareil avec Reddit. Pourquoi je dis Reddit? Alors je dis bien qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut toutes les marques il faut aller sur Reddit. En revanche, pourquoi c'est intéressant de travailler Reddit en tant qu'inventaire? Parce que Google a signé un accord économique en juin 2024 où il fait travailler ses algorithmes d'apprentissage, Mm. notamment Gemini, sur la base de données Reddit. Et donc, bizarrement, toutes les marques qui ont investi ce Mm. canal-là, de manière plus ou moins proactive, elles ont tendance à être surpondérées et Mm. survisibilisées sur l'écosystème Google. Donc, c'est intéressant voilà, d'avoir un peu le dessous des cartes pour prendre les décisions. Je vous ai mis 5 actions, mais honnêtement, il y en a plein. Enfin, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces projets-là. On a 80 clients embarqués uniquement sur la partie géo. Puis il y a aussi tous les clients SEO qu'on accompagne en géo. Donc, en tout cas, il y a 5 actions voilà, qui me paraissent intéressantes. Il y a une action technique. Aujourd'hui, les LLM, ce sont effectivement, ils sont assez feignants. Et donc, plus le site va répondre rapidement, plus effectivement vous allez maximiser vos chances finalement d'être repris et d'être lu et compris par les LLM. L'avantage, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que les LLM, et en tout cas les crawlers, hein, ce sont aujourd'hui vos plus fidèles lecteurs. Là où si Alban ou moi, on va Mm. sur un site, on va lire la moitié d'une page et puis on va quitter. Bon, ces crawlers-là, eux, ils lisent toutes les pages de votre Mm. site, ils les lisent plusieurs fois par jour. Et donc, il faut alors faciliter la tâche, il faut rendre votre cible crawlable et donc travailler vraiment le temps de chargement. C'est des choses que vous deviez faire déjà en SEO, mais Mm. qui sont encore plus importantes en géo. Autre élément qui est quand même assez intéressant, c'est l'augmentation des requêtes long trend. Historiquement, en SEO, les requêtes long trend, c'était grosso modo 20-25% du marché. Si on les moteurs IA, c'est plutôt l'inverse. On n'a que des requêtes long trend. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut adapter sa stratégie de contenu pour répondre. C'est pas la même chose de faire du contenu qui répond à la requête assurance auto Mm. que je suis un jeune conducteur, je cherche une assurance auto à Orléans. Là, il faut créer un contenu qui répond à cette requête-là. Et donc, Mm. on voit qu'en termes de stratégie édito, il va falloir effectivement faire évoluer ça. Donc ça suppose plein de choses. Ça suppose effectivement de rajouter des éléments qui sont non textuels, ce qu'aiment bien aussi les LLM, ce qui était un peu moins le cas de Google. Donc de l'infographie, de la vidéo, de l'image, du témoignage, etc., de l'UGC. Il faut rajouter la partie liste à puces, etc. Enfin, il y a plein d'éléments effectivement qui permettent de maximiser ses chances d'être repris par les moteurs IA. Troisième point, c'est capitaliser sur tout l'existant. Vous avez sûrement un patrimoine de contenu qui est déjà existant. Et en fait, souvent, on aime bien être dans le build. On veut créer, créer, créer. Alors qu'en fait, Mm. il y a aussi une stratégie de recyclage qui est intéressante. C'est ce que nous, on appelle par exemple le repurposing. C'est-à-dire, je dis, je fais l'effort de création sur un contenu, donc un livre blanc, je sais pas, un article de blog, et derrière, je peux versionner ce contenu. Et donc d'un livre blanc, aujourd'hui, par exemple, nous, on a la capacité, on a créé des outils qui le versionning, où on va créer de façon automatique des articles associés, une newsletter, des carousels pour poster, Mm. l'infographie, etc. Ce qui fait que l'effort, en fait, vous le faites qu'une fois, et derrière, vous allez maximiser la portée
de ce contenu-là et donc maximiser effectivement vos chances d'être repris, de capitaliser là-dessus. Autre point qui est intéressant, qui est aussi vrai en SEO, mais qui l'est encore plus avec le géo, c'est, de capitaliser sur ce qu'on appelle le hit, c'est-à-dire que c'est, l'autorité et la pertinence du contenu. Pourquoi? Parce qu'avec les moteurs IA, en fait, on a taclé le sujet du contenu et notamment le sujet de sa volumétrie. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de générer du contenu en Mmh. volume et bah, finalement nous les agences, on perd un peu cette chasse gardée. En revanche, la chasse gardée qui reste et qui est intéressante, c'est que justement dans cet océan de contenu, Mmh. à valeur un peu hétérogène, comment moi en tant que marque, bah, j'arrive à sortir du lot et bah, effectivement, c'est, tout l'enjeu effectivement d'avoir un contenu qui soit, anglais, qui s'intègre dans une stratégie édito plus globale et cette stratégie édito, elle ne doit pas concerner que le site. Elle doit concerner évidemment tous, les carrefours d'audience sur lesquels la marque prend la parole. D'où l'intérêt de travailler avec, les RP, d'où l'intérêt de travailler avec, le marketing, la communication et cetera. D'où l'intérêt aussi de travailler un contenu sur différents formats et donc cette stratégie-là, effectivement, c'est quelque chose, bah, qui se met en place et qui doit être pensé. Dernier point, c'est, la partie netlinking, la partie autorité. Historiquement, SEO, depuis que le SEO existe, il y a des activités de netlinking qui s'opèrent. On fait de l'achat de liens pour effectivement pour profiter de l'autorité des domaines sur lesquels on va avoir un retour de lien. Ce qui se fait de plus en plus, c'est aussi de travailler un peu les médias. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT et consorts vont donner beaucoup de crédibilité, en tout cas vont utiliser de manière assez forte, les médias, que ce soit les médias grand public, mais également les médias de niche. Et donc nous, aujourd'hui, dans les marques pour lesquelles, on opère, on va également travailler leur présence et leur mention auprès de ces médias-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à acheter des liens, mais on va aussi acheter, ou en tout cas mettre en place des stratégies de brand content ou, Mmh. de survisibilisation, ou faire en sorte que la marque qu'on accompagne, elle soit, bien classée dans le classement de tel ou tel, média. Et donc ça, c'est autant d'éléments qui vont maximiser, vos chances d'être visibles sur ces moteurs-là. Il y a aussi la mesure. C'est important effectivement, avant de mettre en place ces actions-là, c'est bien de mesurer, c'est-à-dire de dire, bah, d'où on part et comment on se positionne par rapport au marché et quelles sont un peu les parts de marché que l'on peut gagner. Comme vous le savez, ChatGPT, Claude, Gemini et cetera ne partagent pas, enfin partagent peu de données. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas, par exemple, les top requêtes, ils ne partagent pas les volumes associés et cetera. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un outil il y a 18 mois, mais il y a plein d'outils qui existent sur le marché, donc vous pouvez aussi, A/B tester avec, d'autres outils. Donc on a créé un outil qui va mesurer effectivement la part de voix des marques. Donc on va intégrer le domaine qu'on veut traquer, les concurrents, puis on va intégrer également les prompts que l'on veut suivre. Et en fait, cet outil, voilà, je ne sais pas si vous voyez les captures d'écran, là, par exemple, je l'ai fait sur Eskimos. Moi, en tant que patron de boîte, bah, ça m'intéresse de savoir où se Mmh. situe Eskimos. Bah, je vois un peu, prompt par prompt, est-ce que je suis mentionné, pas mentionné, quelle est finalement, ma position, quel est le sentiment associé quand je suis mentionné, c'est-à-dire est-ce que je suis mentionné positivement ou négativement, et surtout les sources qui sont utilisées par les LLM pour me restituer ma réponse. Ce qui fait que moi, en tant que marque, si je ne suis pas cité, bah, je vais aller travailler ces sources pour pouvoir être cité. Et d'ailleurs, j'ai même la vue par prompt, vraiment, voilà, je vous ai mis une capture d'écran sur une enquête. Donc ça, c'est des choses qu'on met à disposition de nos clients. Trois cas d'usage rapidement sur les clients qu'on accompagne. On accompagne bah, évidemment des grandes marques comme Engie. Et souvent, ça se fait en bundle. C'est-à-dire que je suis plutôt partisan de ne pas séparer la stratégie SEO, Géo, mais plutôt d'avoir une même roadmap dédiée parce qu'on travaille finalement sur le même territoire, hein. C'est principalement le site, mais pas que, comme vous l'avez compris. Et on va avoir une stratégie de contenu qui va effectivement s'adapter aux deux. Et donc, on voit que très vite, on arrive quand même à atteindre des résultats. Ce qui est intéressant, c'est que le géo étant une matière nouvelle, il y a encore peu de concurrents qui l'adressent de façon vraiment Mmh. proactive. Et donc, assez rapidement, on va aller chercher des positions intéressantes à aller travailler. En arrière-carré, mais également sur le secteur touristique, c'est un secteur qui est massivement impacté par les moteurs IA parce que, bah, vous imaginez bien, Mmh. on est sur de l'idéation, on est sur de la recherche d'idées, on est sur du Mmh. benchmark et donc c'est un secteur qui s'y prête plutôt bien. Puis on a des secteurs effectivement dans le domaine de l'assurance où là l'enjeu il est aussi réputationnel. Étant donné que la vie de madame Michu pèse autant que ce que dit la marque sur son Mmh. site, bah, il y a beaucoup d'acteurs banque assurance qu'on accompagne qui effectivement veulent travailler Mmh. ce canal-là pour, faire en sorte qu'il y ait le bon niveau de discours, qu'il y ait pas de risque de compliance, notamment par exemple sur, vous savez que les banques ne doivent pas faire de recommandations sur des placements financiers parce qu'elles tombent sous le coup de la loi et cetera. Donc, Mmh. il y a tout un enjeu réglementaire aussi à aller tacler sur ces univers-là. Et la question que tu dois avoir souvent, c'est est-ce que je dois produire des contenus par de l'IA destinés à de l'IA et voilà, quelle est la part entre guillemets de l'humain versus de l'IA, même dans la production de contenu. C'est ce que tu dis tout à l'heure. On peut créer des contenus, c'est facile, mais ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est avoir les bons contenus aux bons endroits. Ouais, et moi là-dessus, j'ai une position qui est assez radicale, c'est que
peu importe le protocole de production de contenu, c'est-à-dire que vous pouvez produire du contenu par IA, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, je pense que c'est même la majorité du contenu qui est produit. Par contre, il faut y mettre la même intensité et il va avoir le même niveau d'attente. Et ce que je constate, c'est que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contenu qui est produit par rédacteur, il est souvent vendu plus cher parce qu'il y a un humain, etc. Et souvent, on a des échanges qui sont très en profondeur, on a des retours qui sont, voilà, il y a un niveau de challenging qui est important. Là où ce qui n'est pas le cas sur le contenu IA, où souvent on a tendance à déconsidérer de façon consciente ou inconsciente. Et donc derrière, on est parfois déçu en disant ah bah il rank moins bien. Bah oui, c'est parce qu'on n'a pas eu le même niveau Oui. d'exigence. Et moi je pense que Google est très neutre par, il ne sait pas par définition qui le produit. Par contre, voilà, il faut avoir le même niveau d'exigence et le même niveau d'ambition si le contenu est produit par IA que s'il est produit par un rédacteur humain. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les requêtes, hein. C'est vrai que l'IA, ça pousse un peu à la fainéantise. On pose une question, on demande un texte et puis en fait on prend, on copie-colle. Et en fait, le vrai atout de l'IA, voilà, ce sont des IA conversationnelles. Donc conversationnel, il y a conversation. Et donc effectivement, c'est de l'échange, c'est du challenging. Et c'est vrai que ce soit sur des recherches ou sur de la production de contenu ou autre, tout l'enjeu quand même est de challenger en fait l'IA pour arriver à un résultat qui soit de qualité, quoi. Super. Merci, Jamie. Comme ça, vous voyez bien effectivement cette partie géo. On parle beaucoup des médias, des sites communautaires sur lesquels il y a du contenu justement qui est produit, qui est utilisé à la fois en SEO et en géo. Et c'est vrai que ce qu'on appelle cette galaxie, en fait, ce qu'on appelle l'open web, lorsqu'on le voit en fait sur les temps d'usage, c'est quelque chose d'assez important, mais qui n'est pas forcément utilisé au même titre en fait que les réseaux sociaux ou que le search. Ça, c'est une étude qu'on avait faite en fait sur le temps passé à travers les différentes plateformes sur le web en France sur la base en fait de chiffres médiamétrie. On voit que le search est tout en bas, c'est tout petit en fait en termes d'usage, mais par contre c'est la porte d'entrée et c'est cette porte d'entrée en fait qui renvoie vers des grands blocs et notamment le bloc de l'open web. Donc l'open web, ce sont tous les sites éditoriaux, news, communautaires, les sites marchands, etc., qui représentent à peu près un tiers en fait du temps passé sur Internet. Moins chez les jeunes, clairement, mais plus sur des catégories type CSP+, ou senior, qui ont encore un réflexe justement sur l'information que l'on retrouve en fait à peu près partout. Donc c'est vrai que l'open web, ce levier-là, aujourd'hui, vous voyez, 35% du temps passé, c'est rarement plus de 5-10% en fait des investissements médias. On voit qu'il y a quelque chose en fait d'intéressant à exploiter, surtout qu'au-delà en fait du temps passé, c'est vraiment en fait le levier des projets. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter une maison, une voiture, un vélo, un casque, etc., vous allez forcément à un moment vous retrouver justement sur des sites d'information, sur des sites de communautaires sur lesquels il y a des usages. Donc c'est vraiment le levier en fait des préparations de projets. Les grands projets, mais aussi les petits projets. C'est-à-dire que si vous avez une soirée ciné ce soir, vous allez sur Allociné pour regarder 2-3 critiques, pour voir les horaires, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette open web-là, c'est que c'est un levier en fait d'activité forte. Lorsqu'un internaute en fait est sur l'open web, il est actif. Il va rechercher une information, il va décrypter un texte, il va rechercher une précision. Et c'est vrai que c'est un levier qui est très clairement actif. Sur les achats, c'est à peu près, vous le voyez, c'est à peu près 2 tiers des Français qui passent tous les mois sur l'open web pour préparer en fait un achat. Donc en passant directement sur un site marchand, mais aussi en passant par des sites d'infos, que ce soit des sites d'infos numériques ou sur les vélos et autres. On va retrouver en fait tout ce contenu-là. Et c'est vrai qu'en termes de poids, on le voit bien, l'open web aujourd'hui, c'est un des leviers les plus importants en fait dans la préparation d'achat. Donc lorsque on voit que l'on perd de l'impact en fait sur la décision de l'achat, clairement l'open web redevient encore plus important dans un processus en fait justement d'activation. Je vous ai mis 2 exemples, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure justement sur le travel. Il y a la réservation, mais il y a tout ce qui est avant la réservation. Et cette réservation en amont, justement ce qu'on appelle la booking window, c'est la fenêtre dans laquelle en fait je me pose des questions, savoir où je vais aller, comment je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne partie de l'information, certes, se trouve sur les réseaux sociaux, mais une grosse partie de l'information se trouve aussi justement sur les sites médias et communautaires. Donc typiquement, si je suis par exemple dans la première phase
où je cherche de l'inspiration. Oui, je peux demander à ChatGPT, à Claude Co, mais aussi je vais me retrouver directement sur, je sais pas, Géo, pour voir ce qui est à voir typiquement en Écosse. Et en fait, toute cette partie de décision, vous voyez en fait sur les différentes étapes, on va y retrouver en fait justement des sites d'information, des sites de l'open web. C'est vrai sur le travel, mais c'est vrai aussi justement sur le retail. Si on reprend l'exemple en fait du casque que je cherchais en fait précédemment, et bien avant en fait d'avoir ma décision prise, je vais me retrouver sur tous les tests en fait sur tous les sites pardon de tests de casques, et donc en gros j'ai passé une bonne partie en fait de mon temps directement sur ces sites médias ou ces sites communautaires. Je parlais de Reddit tout à l'heure. Il y a énormément en fait de forums aussi sur lesquels je peux avoir un avis opérationnel de quelqu'un qui a tel ou tel produit. Et ça, c'est aussi, dans un processus d'achat, en fait, une partie importante. Donc, c'est vrai que l'open web, c'est ce levier-là qui est à la fois important en termes d'usage, mais qui est important encore plus, justement, en termes de préparation et en termes de réflexion, tel qu'on peut l'avoir. Nous, le job d'Android, c'est d'exploiter ce levier. Ce levier, ce sont des milliers et des milliers de sites, des dizaines et des dizaines de régies. C'est jamais très simple en fait de s'y retrouver. Lorsque je fais du search, je vais chez Google. Lorsque je fais du social, allez, je fais du Meta et du TikTok. On voit bien effectivement que les notions de plateforme sont quand même assez utiles pour simplifier en fait le travail des acheteurs, des annonceurs. Mais c'est vrai que sur l'open web, ce qui est compliqué en fait, c'est qu'il y a énormément de régies. Donc nous, on a créé en fait une plateforme qui permet d'accéder à tous les inventaires en utilisant justement le maximum de data, cookieless. Vous avez certainement encore en tête cette notion de variabilisation. On le dira tout à l'heure justement sur les cookies. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait le maximum d'informations pour avoir le plus de data, le plus de performance et le plus en fait de couverture également. Donc, la façon dont notre IA travaille, c'est on va analyser en fait justement votre audience, qui sont les acheteurs potentiels, qu'est-ce qu'ils font avant et après, et on va aller chercher en fait des profils jumeaux pour amener en fait une nouvelle audience sur votre site directement. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que c'est vraiment une approche directe. Ce sont donc des campagnes publicitaires qu'on va faire sur l'open web qui vont être générées en fait du trafic directement sur votre site à vous, et ce qui va permettre potentiellement de compenser une partie, justement, on l'évoquait tout à l'heure, les 5 ou 20% de perte de trafic que je peux avoir. Ça va permettre en fait de les compenser directement. On utilise beaucoup d'algo. Voilà, on parle là d'IA conversationnelle. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur justement l'IA avec d'autres types de familles d'algo. Mais c'est pareil, on n'a pas de trader chez nous, il n'y a pas des humains avec des tableaux Excel. On utilise de l'IA pour faire les meilleurs choix, à la fois sur le ciblage, à la fois sur l'achat, et puis en même temps avec de l'optimisation continue. La notion d'hybridation est assez importante parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a énormément d'internautes qui acceptent ou pas les cookies. Et en fait, l'open web propose justement une richesse d'informations qui est ultra intéressante, puisque vous allez avoir non seulement les informations sur le comportement du consommateur, mais les informations sur les contenus sur lesquels en fait je peux me trouver. Sur le consommateur en lui-même, il va y avoir tout son processus, sa navigation aussi, mais il y a d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Et donc, il y a énormément d'informations qui sont complètement morcelées. Et c'est ce qui en rend, encore une fois, l'open web pas forcément le levier le plus simple. Et donc, on a créé, il y a 18 mois maintenant, en fait, une IA qu'on appelle Hybrid Pulse, qui va rassembler toutes ces informations autour d'un profil pour toucher non seulement le plus d'internautes possible, parce que je vais avoir plus d'informations, mais en même temps les toucher mieux, puisque pour chaque profil, j'aurai davantage en fait d'infos pour le caractériser. Donc, c'est ce qui fait effectivement qu'on arrive en fait à avoir des résultats intéressants sur cet open web-là. Et ça pallie notamment cette partie-là. C'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a de moins en moins de cookies. Aujourd'hui, il y a à peu près 30% des internautes en fait, qui sont adressables. Et le fait de rajouter de l'information, ça permet de remonter justement. On n'arrive pas à toucher 100% des internautes avec de l'information, mais on a plus que doublé en fait justement ce taux d'adressabilité des internautes grâce à l'hybridation, à l'utilisation justement de ces différentes informations. Donc l'open web, c'est intéressant pour capter l'intention, on l'a vu
lors des processus d'achat, pour maîtriser le storytelling. C'est-à-dire que là, comme ce sont vos campagnes, on peut faire de la vidéo, puis du produit, on maîtrise tout. Ça permet d'influencer l'internaute durant son processus d'achat et donc de générer directement, pour le coup, et de manière en fait assez mathématique, des prospects et donc des leads. C'est ce qu'on fait pour des acteurs comme BNB. Voilà, je vous laisse découvrir en fait le cas, hein, où on va chercher à la fois du haut de tunnel avec de la vidéo et puis en même temps du bas de tunnel avec vraiment de la performance. Donc, typiquement, dans un cas comme BNB, hein, vous voyez en fait tout le tunnel de conversion a ses propres formats, a ses propres messages. On a un storytelling en fait, qui est vraiment du haut vers le bas. Et ça permet justement à BNB de travailler sur la préparation en amont des séjours et de toucher les internautes lors de leur processus d'achat et en même temps de contrôler vraiment ce qui est indiqué, ce qui est dit. Donc, c'est vraiment du storytelling de marque. Ça fonctionne sur le travel, mais ça fonctionne aussi sur la banque, la finance, l'assurance, là, typiquement un cas sur Fortuneo. Ça fonctionne bien sûr sur le travel. On travaille avec énormément en fait, d'acteurs du retail qui vont aller chercher en fait, des nouveaux clients. Donc, on voit bien que c'est un levier qui se repositionne très clairement centralement sur les différentes possibilités en fait, d'une marque. Voilà, donc on a évoqué avec vous le contexte, on a évoqué avec vous une première solution qui est le travail SEO Géo. On voit que l'open web, c'est un levier qui est très clairement aussi complémentaire en fait, à tout ce qu'on a pu évoquer. Peut-être que tu peux nous faire une synthèse, une conclusion du monde tel que tu le vois pour un annonceur en ce moment, justement sur ces sujets-là. Ouais, bah, je pense que si effectivement je pense que ce qu'on a connu là, c'est pas grand-chose par rapport à la révolution argentique, hein. C'est j'ai commencé à le dire un peu en préambule, mais grosso modo, le géo là que j'essaie d'exposer, c'est un peu une extension naturelle avec le SEO et il y a des paramètres, ou en tout cas des concepts qui sont assez communs à ce qu'on constate dans le marketing depuis 20 ans. Là, sur l'argentique, ça va changer pas mal de choses. C'est que il va y avoir trois transformations. La première, c'est que ça va être la fin de l'interfaçage, en tout cas la fin. En tout cas, dans ce paradigme-là, on n'a plus d'interfaçage d'échange avec le site de l'annonceur. C'est-à-dire que tout l'investissement UX, toute l'expérience utilisateur, tout le copywriting qui a été fait sur le site, mais il n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que c'est un agent qui parle avec un autre agent. Et donc ça, effectivement, ça c'est cognitivement, c'est quelque chose qui est assez perturbant. Le deuxième point, la deuxième typologie de changement qui est intéressante, c'est notre capacité à déléguer la prise de décision. Jusqu'à quel point, utilisateurs finaux que nous sommes, on est prêt à donner les clés du camion à un agent. Et en fait, bah, la vérité, c'est qu'on est prêt à aller assez loin. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré qu'on est prêt à déléguer l'acte d'achat modulo une limite qui est aujourd'hui à 45 $. Donc ça reste un sondage, ça reste du déclaratif. Empiriquement, quand ce sera live, est-ce qu'on sera prêt à aller dans ces 45 $ ou pas? Moi, je pense que oui, hein, c'est un peu comme un syndic de copro aujourd'hui. Si vous êtes dans un immeuble, le syndic, il peut acheter à votre place, hein, et modulo une certaine limite, et on est tous OK avec ça. Donc, je pense que si on a besoin d'acheter des bananes ou un livre, on sera prêt à confier les clés du camion à l'agence sans hésiter. Et le troisième point, c'est l'asymétrie informationnelle. Il y a beaucoup de business aujourd'hui qui reposent sur l'asymétrie informationnelle. Moi, j'ai acheté une maison il n'y a pas longtemps, je suis passé par un courtier parce que physiquement, je ne pouvais pas aller voir les 200 banques françaises. Et le courtier fait ce travail effectivement de réconciliation de la donnée et de me donner l'information. Et ben, en fait, l'agent, il va répondre exactement à ce besoin. C'est-à-dire que demain, je vais acheter une paire de chaussures, il va aller taper dans les 10 000 sites qui ont cette paire de chaussures, et donc il va me trouver la paire de chaussures qui correspond à mes modalités de livraison et au prix auquel je suis prêt à payer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour les marques, il y a un risque de voir leur marge s'effondrer parce qu'il y a beaucoup de revendeurs, comme vous savez, qui est notamment dans la partie shopping, qui pratiquent des prix beaucoup plus agressifs parce qu'ils n'ont pas des coûts de marketing à supporter. Et donc, je pense qu'effectivement, pour l'utilisateur final, c'est plutôt gagnant, mais pour les marques, il va falloir repenser sa politique tarifaire. Ouais, tu l'évoques, hein, effectivement, il y a deux sujets qui s'entrechoquent. C'est cette partie en fait conversationnelle sur laquelle en fait on a débuté, et cette partie en fait agentique. Et je vais avoir quelque chose d'assez similaire. Je pense que clairement voilà, c'est certainement la plus grosse révolution que le monde de la publicité en fait ait connue, à la fois en termes justement d'usage, où on le voit bien, comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait, on va avoir de plus en plus d'internautes qui vont passer par ces agents-là. Mais aussi sur la partie achat. Voilà, ça c'est un petit teasing. On va lancer une solution en ce sens, un nouveau projet en fait d'ici quelques semaines. L'achat en fait où on achetait en fait de manière assez classique des espaces publicitaires. L'agentique va complètement bouleverser cette partie-là.
Donc là, on est vraiment au tout début. L'Agentique, moi, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est la plus grosse révolution que le marketing digital en fait ait connue depuis 20 ans. On ne constate pas encore tout à fait en fait les effets de bord, mais nos métiers vont complètement exploser, vont être radicalement différents, parce que les consommateurs vont agir différemment et parce que nous, professionnels, que ce soit au niveau des agences, au niveau des ad tech, au niveau des annonceurs, notre métier va aussi être complètement différent. Et donc, ce qui est à la fois une sorte de perte de contrôle, tu le soulignais tout à l'heure, hein, c'est je vais devoir accepter en fait de faire confiance en fait à un agent ou à une plateforme. Et donc oui, clairement, il y a une partie en fait de perte de contrôle. Et en même temps, c'est comment j'arrive à retrouver quand même du contrôle dans cette perte-là, parce que je vais justement avoir les bons outils, parce que je vais aller sur des leviers que je maîtrise, parce que je vais challenger les plateformes avec des agents pour décrypter ce qu'ils font. Voilà, donc c'est vrai qu'on est dans un monde, on est dans on va dire une période en fait de transition entre un monde que l'on connaissait, que l'on maîtrisait très bien, un monde que l'on va moins maîtriser, mais qui va offrir énormément d'opportunités pour toutes les marques, toutes les équipes marketing, parce qu'il y aura des choses comme encore une fois, les agents de trading ou autres d'analyse qui vont vraiment nous simplifier la vie. Et clairement, voilà, tout l'enjeu, c'est forcément de ne pas perdre trop de retard sur ce qui se passe et en même temps d'essayer de comprendre. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire justement à travers ce webinaire, c'est de vous expliquer quelques enjeux. Il y a énormément, on pourrait y passer des heures, il y a énormément de sujets aussi à traiter, mais dans tous les cas, effectivement, on a essayé de balayer les grandes problématiques et puis de vous apporter deux solutions. Il est 12 heures, voilà, c'est des sujets passionnants, donc on a pris un petit peu plus de temps. On va prendre quelques questions. Je vois Anne-Laure au maître. Bonjour Anne-Laure, d'accord, qui pose une question sur la fin des marketplaces. Jérémy, tu l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, les marketplaces sont une façon d'accéder en fait à de l'information, notamment produit. On peut appeler le product search, où on voit bien que typiquement dans un achat Google aujourd'hui. Amazon, pardon, c'est la première destination. La question, c'est est-ce que demain matin, je garderai en fait cette ouverture sur Amazon ou est-ce que j'irai directement dans ChatGPT ou Gemini? Ouais, mais je pense qu'on aura un peu les deux. Encore une fois, il va y avoir de l'arbitraire qui va s'opérer. Les marketplaces, en fait, elles vont, celles qui ont une marque forte et puis qui ont, elles vont avoir vocation à rester. Puis après, les marketplaces, comme vous savez, c'est aussi une infrastructure logistique qui est proposée. Donc, je pense qu'elles ont pas, celles en tout cas qui proposent ça, elles n'ont pas vocation à disparaître. Ce qui est intéressant à voir, c'est le move qu'a opéré Amazon. L'année dernière, Amazon a fait quoi? A bloqué tous les agents IA. Grosso modo, personne ne pouvait crawler son site, hein, donc et donc ils ne remontaient pas sur ChatGPT, sur Gemini, Claude, etc. Novembre ou décembre de l'année dernière, ils ont changé. Ils ont dit OK, on va ouvrir. Entre-temps, ils ont investi dans ChatGPT et dans Claude, donc peut-être que ça aide effectivement à ouvrir, hein. Ils ont voulu prendre un billet aussi, en contrepartie que ces deux acteurs prennent du cloud chez Amazon. Donc on voit que c'est un milieu qui est assez consanguin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait en parallèle, ils ont créé ce qu'on appelle Rufus, qui est leur propre agent IA intégré, onboardé dans leur plateforme. Et Rufus, ils ont fait quoi? Ils l'ont ouvert aujourd'hui aussi au marketplace ou en tout cas aux marchands extérieurs à Amazon. Ce qui fait que dans leur proposition de valeur, c'est de dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai des requêtes transactionnelles, au lieu d'aller activer mon agent IA sur ChatGPT, en fait, j'active sur Amazon. Il va aller taper dans l'inventaire Amazon, mais il va également taper dans l'inventaire de tous les partenaires d'Amazon qui ne sont pas présents dans la plateforme. Je pense que c'est un bon pari. Voilà, moi, je mise une petite pièce sur Amazon. Ils ont quand même tout le catalogue, ils ont une confiance, ils ont une marque très forte. Je pense que voilà, c'est pas inintelligent ce qu'ils font. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Ce que tu soulignes là, il y a plusieurs choses. Il y a l'importance en fait de l'expérience utilisateur. Et donc en gros, voilà, cette IA conversationnelle, clairement, ça change en fait, vraiment, ça simplifie en fait la vie de l'acheteur. Il y a tout de même la confiance dans la marque. Quand je suis sur Amazon, comme tu dis, ou d'autres marques, encore une fois, mais là, c'est le cas que l'on a pris, je la connais, je maîtrise, et il y a un service en fait derrière. Je sais que je vais pouvoir retourner le produit sous X jours, et encore une fois, ça existe. Et ce que ça démontre là, c'est que oui, il faut de l'intégration dans les IA conversationnelles, mais que la force de la marque, la force du service, pour moi, effectivement, seront aussi les autres piliers qui permettront justement à des annonceurs, à des marchands ou à des marketplaces
de conserver en fait leur statut. Et ce qui risque d'être un peu compliqué, c'est lorsque j'ai une marque un peu faible, et on le voit en ce moment, hein, tout ce qui est, par exemple, sur le retail mode ou la partie déco, les marques qui disparaissent, ce sont les marques un peu intermédiaires qui n'ont pas énormément d'histoire ou de produits différenciants. Et on voit que là, toutes ces marques-là ont énormément de mal. Alors que les marques qui ont une vraie histoire, ou alors qui créent une histoire, hein, des marques récentes, mais qui créent toute une expérience en fait, utilisateur, communautaire, etc., on voit qu'en gros, elles se développent bien. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, hein, tous ces sujets-là sont des sujets qui vont s'entre-choquer entre mon service, ma marque, ma communication, alors qu'avant, on avait des silos. Bon, bah là, clairement, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces silos-là doivent exploser, et c'est une réflexion stratégique. Et donc, c'est aussi pour ça que tous ces projets remontent généralement au niveau du board, au niveau de la direction, parce que c'est l'approche globale qui doit être repensée. Voilà, siloter une équipe technique ou une équipe web d'un côté et de l'autre, avec une équipe marque de l'autre, ça ne marchera plus, ou ça sera dans tous les cas un peu plus difficile. Donc, c'est vrai que l'effort, il est assez global au niveau des marques et au niveau des annonceurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle d'Anne-Laure sur ces sujets, des questions peut-être un peu techniques ou globales? Non, ça semble. Apparemment, c'est que ça a été très clair. Il est 12h05. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va vous libérer. Je laisse, vous avez les coordonnées de Jérémy et les miennes en fait directement sur la présentation. Donc, si jamais en revoyant, vous allez recevoir le replay cet après-midi, et après, si jamais en fait en revoyant tout ça, en relisant tout ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Jérémy ou moi-même. Ce sont des sujets qui sont passionnants, mais pas simples. Et donc, en gros, voilà, ce sont aussi des cycles de décision et de processus qui sont un peu plus longs. Donc, n'hésitez pas, que ce soit dans une semaine ou dans 2 mois, à nous joindre. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci Jérémy de nous avoir accompagnés sur ce sujet passionnant. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Bonne journée et merci Alban. À bientôt.